La date de l'Assomption donne droit chaque année à un jour férié, comme ce jeudi 15 août, mais qui n'est pas férié sur le grand rendez-vous, puisque nous sommes là avec vous ce soir. Bonsoir, mesdames et messieurs, et merci de demeurer fidèles à votre émission, une émission qui ce soir sera reliée à tout ce que représente le 15 août ici au Bénin. Mais avant de vous en dire un peu plus sur le menu de ce grand rendez-vous, je vous invite à jeter un coup d'œil sur ceci. Bienvenue au Bénin. Paysage verdoyant, relief multiforme, faune et parc naturel, plages ensoleillées, cité balnéaire ultramoderne, rythme au corps, rite au cœur, vestiges et reliques d'une histoire séculaire, brave peuple, biens et personnes sécurisées. Le Bénin, terre de culture et de riches traditions, vous offre de grands moments de découverte et d'évasion. Venez visiter mon beau pays, le Bénin. Il vous surprendra. Bénin, miroir de l'Afrique. Voilà, ce soir, nous avons 4 rubriques au menu de ce grand rendez-vous. Aujourd'hui, jour de fête, l'alcool va encore couler à flot dans les maquis et restaurants et on ne le dira jamais assez. L'abus de l'alcool nuit gravement à la santé. Mais quels sont les risques de la consommation d'alcool sur la femme? Yasmine Damata et son invité vont nous entretenir sur le sujet. Ce sera dans Nature et Bien-être. Quand on dit 15 août ici au Bénin, la plupart des plats consommés sont à base d'IAM, un tubercule très prisé des populations. Machel Betoro se propose de vous faire découvrir l'IAM à travers sa plantation, sa récolte et ses possibles transformations. C'est dans le monde agricole. On parle toujours d'IAM avec l'expert, mais on se focalise sur l'économie autour de sa production. Producteurs, vendeurs, consommateurs d'IAM constituent les maillons essentiels de cette économie de l'IAM. Mais comment se présente-t-elle ici au Bénin? Restez avec nous pour le savoir. Horizon Culture ce soir reçoit Patrick Jossou. Patrick Jossou, vous le connaissez certainement dans la peau de journaliste spécialiste en culture, mais c'est aussi un maître de cœur et c'est donc à ce titre qu'il va nous honorer de sa présence sur ce plateau avec Jennifer Sativi. Ils vont nous parler des chants chorale. Et puis le grand rendez-vous, ce n'est jamais sans la dernière édition du journal. Ce soir, nous sommes avec Nadei Soni qui nous présente le menu de ce 1945. Bonsoir Agnat Bello. Ce 15 août, les chrétiens catholiques célèbrent la fête de l'Assomption. Quelle est la genèse de cette célébration? Vous suivrez le reportage de notre équipe sur le sujet. Qui dit 15 août au Bénin dit aussi fête de l'IAM. C'est un jour exceptionnel dédié à la sortie de la nouvelle IAM chez les natifs de Savalou. Comment faire de cette fête un événement au relan économique? Un ingénieur agronome nous donne quelques pistes. Et puis, les réformes dans le secteur de l'éducation sont en cours. Hier, mercredi, 58 000 aspirants au métier d'enseignant ont composé dans plusieurs centres sur toute l'étendue du territoire national. Merci Nadège Soni, on vous retrouve donc à 19h45. En attendant, le premier plateau du grand rendez-vous peut s'installer, le monde agricole. Comme annoncé plus tôt, le monde agricole ce soir nous parle de l'IAM, plantation, récolte et transformation. Mais avant de recevoir Machel Betoro et son invité, je vous invite à suivre ce reportage de Marcel sur la fête de l'IAM. C'est un jour exceptionnel pour les ressortissants du centre du Bénin. L'occasion de remercier la Providence pour l'abondance de la récolte. Loin de Savalou, la fête a lieu à Cotonou. Je donne l'occasion à mes frères, mes parents qui ne sont pas allés au village de se joindre à moi ici et qu'on fête ensemble. Et on partage la nouvelle IAM. Savalou, c'est loin. Et si je peux avoir du bon IAM pilé ici, pourquoi aller jusqu'à Savalou? Le fior est profond de l'eau parce que le filet est soir. Et le fil. Ce qui est ici n'est pas différent de ce qui est au village. Il y en a qui savent bien le faire ici aussi. Voyez-vous, nous sommes en famille.
tout le monde mange. Et tout le monde ne peut pas rentrer au village. Aujourd'hui, l'occasion s'est faite que n'ayant pas le temps de se déplacer sur Savalou pour célébrer l'Ignam, et qui coïncide encore avec la fête de l'Assomption, je fais un saut ici pour fêter la fête de l'Ignam à ma manière, quoi. C'est la plus grande réjouissance du peuple mahi. L'Iam, fraîchement moissonné, est officiellement autorisé pour la consommation. Voilà, vous l'avez compris, hein, ça pile, le mortier n'est pas épargné, et surtout pas l'Iam. Marcel Guetoro, bonsoir à vous. Vous avez eu la chance de manger de l'Ignam pilé aujourd'hui? Non, pas encore. J'attends toujours, peut-être qu'avant que je ne descende du plateau, j'aurai une invitation d'une bonne âme. Bonsoir Agnès Bello, sûrement que Max Sewaï vous invitera. On verra bien, pourquoi pas. Merci à vous d'être avec nous sur ce plateau. Donc avec vous, Marcel Guetoro, on s'intéresse à la production d'Iam. Exactement, vous l'avez tellement si bien dit et j'ai déjà donné le nom de notre invité ce soir, Max Sewaï. Bonsoir. Oui, bonsoir madame. Comment allez-vous? Ça va très bien. Et la fête de l'Ignam, ça s'est bien passé? Oui, ça va. C'est vrai que vous êtes à Cotonou maintenant, mais vous étiez à Savalou ou bien vous avez fait la fête ici? Et j'ai été à Savalou. Ok. Parce que c'est le jour des grands dignitaires. Donc, et je ne fais pas de ceux-là. Alors, une chance de vous avoir alors sur ce plateau. Merci d'être revenu pour nous. Nous allons parler de l'Ignam. C'est vrai, on a déjà vu dans le reportage tout ce qu'on peut avoir en matière de gastronomie avec l'Ignam, l'Ignam pilé et tout ça. Oui. Mais on va revenir un peu à l'origine même de l'Ignam. Oui. Si on doit en parler, qu'est-ce qu'on peut retenir? Bon, et je remercie tous ceux qui nous écoutent. Et ils n'ont qu'à savoir que l'Ignam, ça fait partie des tubercules. C'est une plante qu'on consomme ses racines. Donc, l'Ignam a une grande famille et sa famille, il y a beaucoup de tubercules qui font partie de sa famille. Et nous allons commencer par citer d'abord manioc. Manioc fait partie de la famille d'Ignam. Il y a la patate, la pomme de terre et il y a l'Ignam jaune. Aujourd'hui, nous allons parler d'Ignam qu'on appelle Discoria alata. Ok, voilà. Son nom scientifique. Son nom scientifique. Donc, Discoria, et son origine d'abord, c'est de l'Amérique du Nord. Bon, on cultive aussi ça au Canada. Et progressivement, c'est venu dans notre pays. Et la première chute d'Ignam, c'est Nigeria. Et puis, l'histoire témoigne que dans l'ancien temps, le roi d'Abomey envoyait des gens pour aller sacrer le champ d'Ignam au Nigeria. Donc, l'esclavage, naturellement. Donc, il se fait que, il fut une année, le roi n'a pas trouvé des éléments envoyés au Nigeria pour respecter ce contrat. Parce que c'est un contrat qu'ils ont signé entre le Nigeria et le Bénin. C'est un tribut que le royaume d'Abomey payait au Nigeria. Donc, il a envoyé son enfant pour aller sacrer le champ d'Ignam au Nigeria. Et en voulant partir, vous savez, le roi, ils ont des secrets, il lui a remis quelque chose. Arrivé là-bas, il met ça dans la bouche et pour ne pas avoir faim. Donc il a fait grève de faim là-bas. Durant près de 6 mois, il n'a pas mangé, il n'a pas goûté l'eau. Et le roi dit qu'il ne veut pas rester avec un fétiche. Celui qui ne mange pas, il a considéré comme fétiche. Il a renvoyé. Et maintenant, en venant au Dahomey d'alors, le jeune a amené des tubercules d'Ignam pour montrer à son papa que c'est de ça qu'il s'agit, d'aller sacrer le champ d'Ignam. Et lui, par chance, il est nommé roi. Il a été roi et il a dit, son nom fort, c'est Tegbessou. Donc c'est au temps de roi Tegbessou qu'on a connu l'Ignam. Et ça veut dire, en fond, si c'est moi qui vais sacrer ton fort champ d'Ignam, ça va mourir d'èbre. Donc Tegbessou. Mais c'est toute une histoire qui entoure ce tubercule, Ignam. Oui. Mais pourquoi est-ce que, particulièrement au Bénin, quand on parle d'Ignam, on a tout de suite l'impression que on parle de Savalou. Voilà. Tout de suite, quand on dit Ignam, c'est Savalou, c'est la région du centre. Oui. Pourquoi précisément cette localité? Et vous savez, notre pays, on croit que nous sommes divisés. Nous sommes un. Le roi de Savalou d'alors, il a quitté Abomey. Il a quitté Abomey et en voulant quitter, il est allé à Savalou avec tubercule, d'Ignam. Et il a commencé par planter Ignam là-bas. Et comme il est très fort, on l'appelle le roi le plus fort en Ango, et c'est Bagidi.
le roi le plus fort en Ago, là, c'est Bagidi. Babagidi, le père qui est plus fort. Babagidi. Voilà. Donc, c'est le roi de Savalou, Bagidi, qui a introduit maintenant la culture d'igname à Savalou. Et je vous rappelle que notre pays a 8 zones agricoles. Et il y a des zones qui répondent à la culture d'igname. À cause de leur terre? À cause de leur terre, à cause de leur climatologie. Parce que l'igname fait 9 mois sur le champ. Oui, mais est-ce que c'est pour ça que dans certaines aires culturelles, on relie la naissance de l'igname à celle d'un enfant? Parce que c'est 9 mois. Vraiment. Et tout d'abord, le béninois a donné le nom Tévi à l'igname. Ça veut dire que l'enfant qui reste debout, l'enfant qui reste debout, Tévi, vie, et non Théo, l'enfant qui reste debout. Donc, ça fait 9 mois de culture. Et quand on récolte, on considère comme c'est un enfant qu'on a mis au monde. Et c'est pour cela qu'il y a des cérémonies autour. Mais justement, comment reconnaît-on la nouvelle igname de l'ancienne igname? Parce que je sais que dans des localités, la nouvelle igname ne peut pas croiser l'ancienne igname sur le marché. Comment fait-on la différence entre nouvelle igname et ancienne igname? Et vous savez, l'igname, c'est une culture qui contient assez d'eau. Et quand vous laissez beaucoup, ça devient dur. Sec. Et ça ne répond plus à la qualité. Donc, si vous êtes consommateur d'igname, vous voyez en même temps l'igname de cette année, vous allez savoir. Parce que ça a un bec un peu dur. C'est pas qu'il y a des traits spécifiques. Non, c'est oui. Quand vous prenez en même temps, ça devient léger. Ce n'est plus lourd comme... C'est pas lourd. C'est pas comme lourd. l'ancienne igname. Voilà. Est-ce que vous voyez? Et puis, et à l'approche, parce que ça fait 9 mois. Celui qui garde l'igname durant 9 mois, s'il ne fait pas cossette, il ne peut pas conserver. C'est clair. C'est clair. Vous voyez, s'il ne fait pas cossette, il ne peut pas conserver l'igname durant 9 mois. Donc c'est pour cela que dans la tradition, on dit l'ancienne ne raconte pas la nouvelle. D'accord, on va faire un jeu. Je ne sais pas si c'est possible avec le réalisateur. Il va nous envoyer des ignames et vous allez nous dire si c'est nouveau ou si c'est ancien. D'accord. Réalo, voilà, justement. Là, c'est des nouveaux ou c'est des anciens? Bon, vous voyez, ça là, par exemple, ça fait partie des anciens. Parce que ça a poussé déjà. OK. Si on veut reproduire maintenant, c'est ça qu'on va multiplier, qu'on va commenter. Parce que ça a déjà donné. Oui, ça a déjà donné des lianes. Et l'igname, quand on met ça en terre, ça donne des lianes. C'est rampant. Mais comme j'ai dit, tubercule, ça se multiplie par bouture. Ça, on coupe, on met ça en terre et on place le tuteur et ça grimpe. Maintenant, à des endroits donnés. Et là, c'est toujours... Voilà, c'est nouvelle. D'accord. Voilà, maintenant vous voyez que c'est bien, c'est bien beau. fleur, c'est plus beau, c'est bien fleur. Ça n'a pas de queue, comme l'autre a de queue. Merci au réalisateur qui nous suit de très près ce soir. Vraiment, il est vraiment technicien. Je veux savoir aussi, nous savons très bien que la production de l'igname, elle est développée au Bénin, on va plus s'appesantir sur ça, mais est-ce que l'igname est déjà constitué en filière? Est-ce qu'aujourd'hui, on peut parler de la filière d'igname comme on parle de l'ananas, de l'anacarde? Est-ce qu'il y a déjà une organisation au niveau de... Et je vous dis que notre pays a 8 zones agricoles. Parmi les 8 zones agricoles, il y a 6 zones qui produisent l'igname, à partir de Djidja jusqu'à la hauteur du Nord. Ça produit l'igname. Et je vous souligne que dans le milieu Bariba, quand vous ne pilez pas l'igname tous les soirs, vous n'avez pas la chance de se marier. Parce qu'il faut qu'on attende le bruit de mortier dans votre maison pour être sûr que vous pouvez nourrir la fille qui va venir dans votre foyer. Agnès Bello, on pile de l'igname chez toi tous les soirs? Mais justement, j'ai été intriguée parce qu'au sud ici, pendant longtemps, on dit que l'igname c'est lourd. Donc, on ne conseille pas de manger ça la nuit. Mais à Natitengu, il y a un maquis reconnu qui ne sert que l'igname la nuit, justement. À côté de la poste, moi, j'ai fait 17 ans à Natitengu. Non, vous voyez, l'igname là, quand vous pilez bien, ça ne reste pas dans le ventre. D'accord, encore que dans d'autres pays, on ne pile pas la nuit. Il y a dans d'autres zones aussi, ici au Bénin, on dit on ne pile pas la nuit. Mais milieu Bariba, c'est pas ça. On va revenir à la question. Est-ce que l'igname aujourd'hui est déjà constitué en filière? C'est pour vous dire que si ça ne constitue pas en filière, on ne peut pas attribuer au mariage. Cette structuration. Oui, parce qu'on te dit, si on ne pile pas,
je vois la fois passée dans des buvettes là, que les gens sont en train de piler un mignamba avec machine. Oui. J'ai dit ça là, c'est une tricherie. Quand le mortier, hein, c'est le mortier, le bruit de mortier qui donne l'appétit. Oui, ça donne une chanson. Si tu es vrai Bariba, Bello, je ne comprends pas. Si tu es vrai Bariba, rien n'est faire. Comment améliorer la production de l'igname au Bénin? Puisque vous avez travaillé sur le sujet. Oui. Tout d'abord, pour améliorer la production d'igname au Bénin, nous avions un centre de recherche à Aïna. À Aïna, il y a un centre de recherche. Et ce centre s'occupe de la bonne variété. Et c'est pour cela qu'à des moments donnés, au centre de recherche, on peut multiplier l'igname par graines. Et c'est à travers les graines qu'on peut faire amélioration de la qualité. Donc, fécondation, c'est à partir des graines. Mais, oui, vous voyez, non. Maintenant, si ça sort, on peut maintenant multiplier par tubercule, par bouture. Est-ce que vous voyez? Maintenant, pour améliorer la production, il faut aller dans la zone. La zone agricole. 30 secondes encore, hein? Oui. Vous n'avez même pas 30 secondes, ma chère. Donc, il faut voir la zone agricole. Et quand la zone agricole est riche, ça veut dire que l'igname doit être encore une meilleure qualité. En un seul mot, il faut dire qu'on produit l'igname sur des terres riches. Terres en friche. Ouais. Et pour l'instant, on est dans le centre, on est au nord. Oui. Ça se développe bien. Oui. Et nous mangeons assez d'igname. En tout cas, moi, j'en ai eu aujourd'hui, j'ai mangé de l'igname. Agnès n'a pas encore mangé. Je vous prie de l'inviter, chers amis téléspectateurs. C'est aussi ça votre devoir. Hein? Merci à vous, ma chère Betoro. Si j'arrive à avoir mon plat d'igname, ne vous inquiétez pas, je vais vous informer. Quant à Victoire Rougan, ne vous inquiétez pas également. J'ai compris, le temps est terminé. On passe à une autre rubrique. Il s'agit de Nature et Bien-être. Alors, nature et bien-être est aussi dans la fête et on ne va pas casser l'ambiance. Mais il faudrait qu'on rappelle quand même que consommer trop d'alcool, parfois, ça peut nuire à la santé. Qu'en est-il de la femme, véritablement? C'est à cette question que nous allons répondre avec Yasmine Damata et son invité. On les reçoit tout juste après ceci. L'alcool donne 7 kilocalories en termes d'énergie. La deuxième chose, c'est que l'alcool est un excitant. Depuis bientôt 20 ans, je ne prends plus l'alcool. Bientôt 20 ans. J'ai mis une croix sur l'alcool, j'ai mis une croix sur la bière. Voilà, vous l'avez compris, nous avions donc là l'avis de certains usagers que Yasmine Damata a rencontrés. Je vais y arriver. Leur avis sur l'alcool, vous l'avez eu. Quel est l'avis du nutritionniste? Vous l'aurez sur ce plateau avec Yasmine Damata et son invité. Yasmine, bonsoir. Bonsoir Agnès Bello. Je me demandais tout à l'heure, vous orchez Damata, pourquoi? À cause de l'Assomption ou à cause de la fête de l'igname? Je me demande, et pourtant je n'ai pas pris d'alcool, je peux vous l'assurer. Non mais je sais, vous êtes zen. J'en ai pas pris du tout. Peut-être que c'est la non-prise, en tout cas le médecin nous dira. D'accord, et nous avons la chance d'avoir Félix Sono sur ce plateau. Ouais. Vous êtes nutritionniste et il paraît que femme et alcool, c'est possible qu'il y ait des risques. Évidemment, ce n'est pas qu'il paraît, il y a évidemment des risques. D'autant plus que vous savez, même si on n'est pas d'abord femme tout simple ou tout homme, quand vous prenez de l'alcool, ça vous met dans un autre état. Évidemment, quand on prend... ça, c'est quand on est dans l'abus, non? Pas nécessairement. Ah d'accord, peu importe la quantité. La preuve, quand vous ne prenez jamais l'alcool, même si vous prenez une petite quantité, ouais, ça c'est les nous, ça. Et avec le temps, l'organisme s'en habitue. C'est sûr. Alors, mais dans le vif du sujet, alors, à quel moment l'alcool devient un risque pour la femme? Bon, il faut dire que le sujet est d'autant plus intéressant que de nos jours, la pratique de recommander systématiquement la prise surtout de la bière. Bon, les gens disent prenez de la bière comme ça, votre sein va donner beaucoup de lait. Oui. Et je crois qu'il y en a des gens qui le disent, continuent de le dire, et c'est le moment plus que jamais de lever l'équivoque. Pour dire qu'en aucun cas, l'alcool n'a aucune utilité pour l'organisme. Vous voulez parler de l'allaitement maternel? Non, je vais en arriver. Je vais partir d'abord de la situation générale. Ça n'a pas d'utilité. Ça n'a pas d'utilité. C'est-à-dire ça n'apporte rien à l'organisme. Ça n'apporte rien de nutritif à l'organisme. Ça n'arrange en rien votre organisme. Mieux, quand vous continuez avec l'alcool, c'est que vous mettez certains organes nobles en difficulté, notamment le foie, parce que cet alcool consommé doit être métabolisé au niveau du foie avant d'être éliminé. C'est vrai, les gens vont dire, mais l'organisme a besoin de l'alcool. Oui, l'organisme utilise son alcool que lui-même fabrique à partir du glucose que vous consommez. D'accord. Et lui le fabrique sous un format précis qui lui permet donc
de faire un certain nombre de processus physiologiques de l'organisme. D'accord, donc pour vous, hein, si on s'en tient à vos propos, on n'a pas besoin de consommer de l'alcool. Pas du tout, vous n'en avez pas besoin parce que ça ne vous apporte rien pour ce qui concerne le fonctionnement de votre organisme, ça n'apporte aucun élément nutritif pour votre organisme et de ce fait, vous n'en avez vraiment pas besoin d'après que vous pouvez passer votre vie sans prendre de l'alcool et entrer en bonne santé. Vous êtes sûr, docteur, on peut passer toute notre vie sans prendre même pas une goutte d'alcool? Il faut dire que c'est par convenance que nous prenons de l'alcool. Sinon, on n'en a même pas besoin. Surtout par esprit de bourgeoisie. Hein. Pas de bourgeoisie, c'est que le contexte... Ce que je voulais même dire, pas la bière, la béninoise, notre boisson. On va éviter d'appeler de nom de boisson de bière. Voilà. Pas notre bière. Oui. Le tchoukoutou, chez nous, c'est du naturel, c'est notre bière naturelle. Oui. Et ça dit qu'il ne faut pas également boire du tchoukoutou, une bière fermentée ou une boisson fermentée. Oui, c'est vrai. Est-ce qu'il y a une boisson fermentée? Là, faisons la part des choses. Parce que quand vous prenez des boissons, la plupart des boissons ont toujours des degrés d'alcool. D'accord. C'est la concentration qui est le problème. D'accord. Si vous prenez par exemple notre tchoukoutou, il y a de la bière dedans, il y a de l'alcool dedans, mais pas au même titre. On appelle ça le titre alcoolique. C'est-à-dire, ce n'est pas... Titre là, ça veut dire la même concentration. Quand vous prenez une certaine quantité. Oui, sur d'autres bières, vous voyez, c'est mis 2%, c'est 2%, ailleurs, ils vont mettre 14%. Vous voyez, il y a des 20, 15%, etc. Donc, c'est la même chose pour tchoukoutou. Tchoukoutou, vous voyez, tout le monde prend. C'est-à-dire, son tchoukoutou ordinaire, il y en a qui font. Ah, donc il y a plusieurs genres de tchoukoutou aussi. Oui, il y en a qui font. Et quand vous allez chez les gens, on va vous dire, est-ce que vous voulez prendre ce qui est essien, kabi, léger, donc, ça dépend. C'est degré par degré. Degré par degré. Mais pour vous, aucun de ces degrés n'est bon pour l'organisme. Aucun. S'il y a de l'alcool dedans, moi je pense que vous pouvez vous en passer. D'accord. Maintenant, revenons à la femme. Maintenant. Est-ce qu'entre femme et alcool, il y a un risque particulier? Très bien. Alors, le risque particulier qu'il y a entre femme et l'alcool, c'est d'abord le risque que tout le monde court, mais particulièrement la femme qui est enceinte ou bien la femme qui allaite. Le risque est encore très, très, très prononcé à cause de l'enfant. Parce que ce qui se passe, c'est quoi? L'alcool, quand vous prenez en tant que femme enceinte, c'est que cet alcool peut se retrouver dans l'organe de votre bébé qui est aussi. À travers le cordon ombilical. Ça passe par le cordon et le placenta, pour se retrouver maintenant dans le sang de votre enfant. Et ça ira maintenant fouetter tous les autres organes, tels que l'organe double qui est le cerveau, qui est en plein développement. Et là, vous le perturbez. Ce qui veut dire que la femme enceinte, là, vous n'en avez pas besoin. Non, mais ça, au moins, on le sait. La plupart du temps, les gynécos le disent. Les gynécos le disent, mais la femme, parfois, vous savez qu'elle est sujet à des états, donc à des états d'âme. Parfois, elle n'a pas envie de manger, mais c'est l'alcool qu'elle a envie de prendre. Que dire à ces femmes? Est-ce qu'elles doivent abandonner totalement? Ah, d'accord. Une femme enceinte, vous connaissez la femme enceinte la femme enceinte, surtout au premier trimestre, il y a ce qu'on appelle le trouble sympathique. Où, avec les envies. On a un peu de problème de goût, la salive, on dit, bon, si je prends un peu... Non, je pense que c'est une erreur. C'est une erreur, il faut s'en passer. Généralement, est-ce qu'il y a un dérivatif? Vous, en tant que nutritionniste, une femme qui a envie de prendre de la bière et ça lui est interdit, est-ce que vous pensez qu'il y a un dérivatif? Il y a quelque chose d'autre qu'elle peut prendre en remplacement pour avoir la même sensation? Quelle sensation vous voulez dire? La sensation de stimulus de l'organisme ou bien la sensation de goût? De goût. La sensation de goût. Il y a beaucoup d'autres choses que nous prenons. Vous voyez, généralement, les femmes qui sont au début de leur grossesse et qui ont des problèmes de goût, nous conseillons le plus souvent des aliments. D'abord, pour les aliments qu'elles doivent consommer, ça doit être des aliments concentrés. Pour que ça ne demande pas beaucoup de quantité avant d'avoir l'élément nutritif qu'il faut pour son organisme. Ça, c'est le premier élément. Et nous recommandons qu'on mette un peu plus de piment. Le goût pimenté permet à la femme donc de dominer la saveur qui crée l'hypersalivation. C'est pas bienvenu les hémorroïdes? Non, ça c'est encore une autre question. Si ce que nous disons là, si c'est légèrement pimenté, c'est pas trop pimenté, on veut dire, c'est légèrement pimenté. Pour que le goût du piquant le goût piquant puisse vraiment lui permettre donc, de surpasser cette saveur qui crée l'hypersalivation. D'accord. Maintenant, vous parlez de la femme allaitante aussi. Ça, c'est la femme enceinte. Oui. Maintenant, pour la femme allaitante, c'est pratiquement les mêmes processus. Parce que la femme allaitante, surtout pour les 6 premiers mois, nous avions dit que c'est l'allaitement maternel exclusif. L'enfant ne prendra que le sein. Il ne prend ni de l'eau, ni de tisane, ni d'alcool, rien du tout. De ce point de vue,
le repas de l'enfant étant seulement le lait, ce lait est produit au niveau du sein, et ce sein, dans sa production, si jamais les nutriments que la maman consomme, il y a de l'alcool dedans, il va prendre encore aussi les nutriments pour constituer le lait et il va en rajouter l'alcool. Or, nous convenons que cet alcool rentrant dans le lait, l'enfant va commencer par boire de l'alcool. Il aura de ses envies. Et ça y est, on crée beaucoup de tableaux. Okay. Et le premier tableau qu'on va créer, c'est que cet enfant qui a vraiment son cerveau en développement, vous perturbez le système, tout le processus, parce que, vous voyez, le cerveau fonctionne à partir des influx, les informations, tout ça. Et quand l'alcool rentre dedans, il trouble le système. Ça, c'est le premier élément. L'autre élément qui est aussi non négligeable, et ça, je l'aurais souligné chez la femme enceinte, c'est que quand vous aimez prendre de l'alcool, surtout pendant la grossesse, vous aurez des enfants chétifs. C'est-à-dire de faibles poids de naissance. Et on va croire que votre enfant est mal nourri. Non. L'enfant n'aura pas le poids normal. L'enfant ne va pas avoir la croissance qu'il faut. Ça, là, c'est démontré aujourd'hui. Oui, mais je pense que l'équivoque à lever, surtout, c'est au niveau de la femme allaitante, parce qu'au moins... Non, je viens à la femme allaitante. Je vais venir à la femme allaitante. Pour dire que cet effet-là, qui est déjà ressenti au niveau donc, de la période gestationnelle, c'est-à-dire la période de grossesse, ça se ressent chez l'enfant parce que l'alcool qui se trouve dans le lait que l'enfant avale, c'est que cet alcool diminue, disons, le processus digestif et lui empêche d'avoir, c'est-à-dire pour une même quantité de lait consommé qui n'a pas d'alcool, le nutriment qu'il aura sera moindre que lorsque c'est la même quantité contenant d'alcool qu'il consomme. Je ne sais pas, vous comprenez un peu la nuance que je fais. Ça diminue le nombre de nutriments, en fait. Le nutriment qui est mis à la disposition de son organisme. Ce qui traduit également un problème de risque de croissance. D'accord, il nous reste 2 minutes. Est-ce qu'on peut passer à la femme allaitante? La femme allaitante. Ceci veut dire que la femme allaitante... plutôt des conseils, hein? Voilà. En 2 minutes, des conseils, alors. Voilà, donc pour la femme allaitante, vraiment, nous conseillons, aussi bien la femme enceinte que la femme allaitante, nous leur conseillons vraiment de ne pas du tout se permettre ce risque de prendre de l'alcool, mais plutôt de consommer des aliments qui ont une valeur nutritive pour enrichir d'abord leur organisme et permettre aussi à l'enfant d'avoir les nutriments qu'il faut à travers le lait maternel. Par quoi remplacer l'alcool pour ces femmes qui aiment boire, mais pour qui c'est interdit de boire, voilà, qu'elles sont enceintes ou qu'elles allaitent? Par quoi on peut remplacer l'alcool? Il faut dire la seule chose qu'on peut remplacer, c'est la psychothérapie. Qu'on mette dans la tête de la maman. On les envoie chez le psychologue. Il ne trouve rien, donc psychologiquement, il dit, je n'en ai pas besoin. Et quand vous intériorisez ça, je crois que vous avez vraiment remplacé l'alcool dans votre organisme et ça va se faire. D'accord. En résumé, quand on parle des risques, les risques sont beaucoup plus grands alors pour l'enfant que pour la femme elle-même. C'est beaucoup plus pour l'enfant. Bien sûr. D'accord. L'enfant dans le ventre et l'enfant qu'on allait. Il y a des risques pour la femme aussi. Mais juste que c'est plus élevé et puis elle met l'enfant en danger. Donc du coup, pour ne pas mettre son enfant en danger, c'est mieux de ne pas prendre d'alcool. Moi qui m'apprêtais à dire, bon, siroter un peu de vin quand je serai enceinte, mais là, le docteur me dit carrément de ne pas en prendre. Donc vous rangez, dès que vous apprenez, mesdames et messieurs, que l'enfant est là, après le test de grossesse, vous rangez tout ce qui est alcool dans le placard, vous attendez. Après la grossesse? Non, les 9 mois passent. 6 autres mois. Non. Jusqu'à ce que vous sévrez l'enfant. Ah, d'accord. C'est le moment de gloire. À partir du sévrage, donc on est dans 2 ans. Là, bon, vous allez tenir 2 ans. Courage à nous. Yasmine Damata, ce n'est que 2 ans. 2 ans après, vous pouvez reprendre. C'est pas petit. Vous pouvez reprendre le chemin du bar. Il le faut. Un sacrifice, mesdames et messieurs, un sacrifice qui le vaut bien, puisqu'il s'agit de nos enfants. Le plus important, c'est qu'on ait un enfant en bonne santé. Donc, que pour ça, voilà, vous ajoutez valide. Oui. On a compris. Merci à vous d'avoir été des nôtres sur ce plateau. Yasmine Damata et son invité, Félix Sonon, avec vous. Nous nous sommes intéressés à la femme et à l'alcool. Quels sont les risques en vue? Les réponses, si vous ne les avez pas encore, il faut juste suivre ce numéro du Grand Rendez-vous et vous les aurez à présent. Nous passons à une autre rubrique. Jennifer Sativier et son invité sont attendus. C'est Horizon Culture. Alors voilà, aujourd'hui c'est le 15 août. Je suis sûre qu'il y en a parmi vous qui ont été à l'église. Et quand on va à l'église, on les entend. On entend leur chant, on entend leur voix.
on les entend chanter et louer Dieu. Alors, vous avez compris, ce soir, on s'intéresse à la chorale. On s'intéresse au chant choral avec Jennifer Sachivier, son invitée. Mais avant de les recevoir, je vous invite à suivre ce reportage d'une voix que vous connaissez. Je vous laisse découvrir. Malaika nakupenda malaika. Au pied du monument des martyrs du 16 janvier 1977, des voix s'élèvent en chœur. C'est une dédicace en notes musicales. Des choristes chantent en polyphonie et à l'unisson. Pour moi, le chant choral est une passion. Je l'ai commencé il y a bien des années, depuis toute petite. C'était ma passion d'être dans une chorale. Et après la chorale, au fil des années, je me suis intéressée à un chœur que j'ai intégré, qui est le chœur Harmonie du Bénin. Harmonie, c'est le nom de cette chorale dont les instruments de musique et les voix s'harmonisent. Ici, la voix est le meilleur atout pour réussir le chant choral. Déjà, le chant choral, ça vous apprend à être plus organisé. Parce que vous voyez, il y a un maître qui est devant et qui dirige. Et une seule seconde d'inattention fait que vous faussez tout. Donc ça apprend à être plus discipliné en fait. Le chant choral se permet en fait de mettre sur différents types de chants des harmonies pour rendre le chant bien plus intéressant. Ici, c'est un groupe de chœurs mixtes assemblant des voix aiguës et des voix graves, vocalistes. Pour être un bon choriste et savoir tenir en haleine un public, la disponibilité est l'une des exigences à respecter. Tant que tu n'as pas la disponibilité, tu ne peux pas être dans une chorale ou bien dans un chœur. C'est le plus grand problème que beaucoup de choristes rencontrent souvent, la disponibilité. Parce que sans ça, tu ne peux pas t'exercer, maîtriser, apprendre les chants au fur et à mesure. Et aussi, on fait attention à notre voix, on ne boit pas trop frais, on ne boit pas trop chaud non plus. Ce concert des chœurs vocalistes et harmonies offre aux passionnés du chant et des belles mélodies la possibilité de joindre leur voix à une chorale pour avoir une tessiture vocale à la fois unique et sublime. Voilà, merci à vous Patrick et à Jack Bodjou pour ce reportage. Et Patrick peut en cacher un autre, un visage que vous connaissez. Patrick Jossou, bonsoir. Bonsoir aux téléspectatrices d'abord et aux téléspectateurs ensuite. D'accord. Jennifer, vous m'excusez de vous avoir brisé la politesse. Ce n'est pas tous les soirs que je reçois Patrick Jossou, donc j'ai voulu d'abord commencer par lui. Justement, je voulais laisser un suspense, dire c'est quelqu'un que vous connaissez, mais... Ouais, j'étais trop pressée de le montrer aux téléspectateurs. Désolée de vous avoir coupé votre élan de suspense, mais bon, les téléspectateurs sont suspendus à vos lèvres. Dites-nous un peu, on parle de quoi ce soir? Je démarre en disant qu'il est ici, pas en tant que journaliste, mais en tant que maître de chœur. C'est ce que beaucoup ne savent pas. Bonsoir Patrick. Oui, bonsoir Jennifer. Jennifer que j'ai l'habitude d'appeler Jenny Acier. Parce que le fer, je trouve qu'il est trop faible. D'accord. C'est plus fort. Oui, il est inoxydable. Si. Ok, Agnat, on parle du chant choral comme vous avez annoncé. Et puis, il faut beaucoup de travail pour faire la chorale, pour faire le chant. Donc, on en parle avec notre spécialiste ce soir. Patrick, dites-nous déjà, comment vous définirez le chant choral? Oui, le chant choral, de manière simple, c'est le chant fait par une chorale. Mais je voudrais partir d'abord d'un aléa. La musique, c'est l'art de combiner des sons agréables à l'oreille. C'est la définition qu'on connaît de la musique. Et dans la musique, il y a le chant. Le chant, c'est l'ensemble des sons agréables à l'oreille produits avec des paroles. Donc, lorsqu'il y a des paroles, on parle de chant. Le chant choral s'acquiert, disons, à partir d'une chorale, où le chant choral est exécuté par une chorale. C'est quoi la chorale? C'est un ensemble de personnes qui chantent ensemble et qui peuvent chanter en unisson, à l'unisson, ou qui peuvent chanter avec plusieurs voix.
On parle de chant polyphonique. Oui. Donc, le chant choral, c'est un chant exécuté par un ensemble de personnes. Un ensemble de personnes appelé chorale. C'est d'abord la définition basique. Oui, mais pourquoi est-ce que dans la tête de beaucoup de personnes, quand on parle de chorale, tout de suite, on voit l'aspect religion? Et pourtant, les choristes, le chœur, ce n'est pas que ceux qui chantent à l'église. C'est tout simplement parce que c'est venu d'abord de l'église. Vous savez, au début, s'il faut parler de l'origine, s'il faut parler de l'histoire, il y avait d'abord des chants qui sont des psaumes chantés. On psalmodie. Les psaumes, c'était des chants. Dans le Cantique des Cantiques, dans la Bible, ce sont des paroles, mais qui sont chantées. Dans les psaumes, on dit chant, psaume accompagné par le luth, un instrument, ou par la harpe, etc. Ce sont des chants chantés. Les musulmans parlaient de sourates, et vous allez entendre, les sourates sont chantées pour pouvoir, par le muezzin parfois, donc, ou en période de Ramadan, etc. Donc, c'est à partir de là qu'on a commencé par dire, voilà, on peut chanter pour Dieu. Et les chants religieux ont petit à petit glissé au début, lorsqu'il n'y avait pas encore le protestantisme, c'était le catholicisme. C'était des chants qui étaient exécutés pour Dieu et par un certain nombre de personnes. On les appelait le chœur. C'est le chœur, pas la chorale. Le thème chorale est venu à partir du protestantisme, à partir du XVIe siècle, quand Martin Luther King, Martin Luther, quand le protestantisme luthérien est venu, ils ont institué un chant exécuté par plusieurs personnes, mais dans la langue vernaculaire. Au début, dans l'Église catholique, c'est la langue latine qui était utilisée. Et de plus en plus aujourd'hui, on a compris que les autres langues aussi se sont mises dans la danse. Mais aujourd'hui, quand on parle de chorale, est-ce que c'est seulement l'Église qui est concernée? Est-ce que c'est seulement la religion? Ou on peut avoir des groupes, justement, de voix qui chantent à l'unisson, mais des morceaux qui n'ont rien à voir avec la liturgie? Justement, oui. C'est pour ça que je dis, au début, c'était religieux. C'était d'abord catholique. Les protestants ont apporté l'idée de chorale. Et aujourd'hui, quand on parle de chant choral, il ne s'agit pas simplement de chant choral religieux, mais de chant choral, je dirais, de manière générale. Le profane et le religieux se sont emmêlés. Mais ce qui est demeuré, c'est que le chœur, c'est un ensemble de personnes qui chantent. Que ces personnes chantent à l'unisson, d'une seule voix, ou biphone. On parle de biphonie, c'est deux voix, et ces deux voix, on les retrouve même dans la tradition au Bénin, au nord Bénin. Il y a des gens qui chantent immédiatement, quand vous écoutez, vous entendez deux voix. Et dans plusieurs pays, il y a des groupes ethniques comme ça qui chantent par deux voix. Maintenant, le chant choral s'est généralisé pour devenir quadrivoix, polyphonique. Il y a pour les femmes soprano et alto, pour les hommes ténor et basse. D'accord. Oui, donc c'est une évolution. Mais cette évolution, c'est petit à petit départi du religieux pour devenir quelque chose de général. D'accord. Donc peu importe, si vous permettez, hein, Jennifer, je vous laisse l'éviter dans un instant, mais peu importe donc la voix que vous avez votre place dans un chœur. Voilà, peu importe la voix que vous avez. C'est très important de le dire. Peu importe la voix que vous avez votre place dans un chant, dans un chœur, dans une chorale. Évidemment, on mélange aussi chœur et chorale. Et la chorale, c'est un ensemble de personnes qui chantent, mais le chœur est astreint, est payé. On parle de chœur d'une église, on parle de chœur du théâtre, on parle de chœur pour une manifestation, et le chœur est payé. Mais la chorale, c'est fait de personnes qui viennent volontairement et qui n'ont pas à être payés en retour, mais qui viennent pour rendre gloire, chanter parce qu'ils aiment bien. Ils aiment bien chanter. Voilà. D'accord, mais si tout le monde a sa place dans la chorale, quel travail se fait en amont, je puis dire, avant que la personne n'aille devant la scène pour chanter? Parce que je ne sais pas peut-être le type de voix que j'ai, comment l'identifier, quel travail il faut faire pour m'améliorer. Voilà. Oui, la première chose, le maître de chœur a... si c'est un bon maître de chœur, il a en lui toutes les potentialités pour découvrir quel est votre registre, quel est votre pupitre.
on parle de pupitre. Pupitre, si vous avez une voix qui porte une voix un peu de tête, une voix fluette, vous êtes soprane ou même sopranini, c'est très rare, une voix de diva, une voix qui va totalement à l'extrême. Qui pointe haut. Oui. Et par rapport à votre voix, si vous avez une voix basse et vous êtes femme, on dit vous êtes alto. Mais certaines femmes ont une voix vraiment basse, on parle de contralto. Oui, mais quand la femme a une voix grosse, par contre, elle est dans quel c'est une contralto. Contralto, oui. D'accord. Des contralto. Et les hommes, il y a le ténor, il y a la basse. Entre le ténor et la basse, il y a le baryton. Mais le baryton n'est pas régulier. Ce qui fait qu'on ne garde que les 4, soprano, alto, ténor, basse. Ça fait SATB. D'accord. Tout à l'heure, vous parliez des différentes congrégations. Est-ce que le chant choral ou la chorale, si vous voulez, varie en fonction de la congrégation? Oui, le chant choral variait. Oui, je reprécise, variait en fonction des chorales. Mais petit à petit, on a commencé à sentir qu'il y a... Donc aujourd'hui, on chante tous pareil? Presque tous pareils. Je dis presque tous. Pas tous pareils, presque tous. Au début, lorsqu'on entend un chant grégorien, automatiquement, c'est catholique. Oui, de toute façon, les autres congrégations ne chantent pas grégorien parce qu'à partir du pape Grégoire, il y a eu des chants liturgiques choisis qui sont chantés avec les notes mineures pour la plupart du temps. Et entre mineur et majeur, ce n'est pas la même chose quand on parle de faute. Ce n'est pas faute mineure, faute majeure. Mais Patrick Gassou, vous n'en ratez pas une. Alors, les chants mineurs, les chants en mineur se terminent par la note La et les chants en majeur par le Do. Donc, il y a une différence entre... un Veni Creator Spiritus. Je me demandais quand est-ce qu'on allait y venir. Et là, vous êtes dans quel registre? Alto, soprane? Non, moi je suis en train de chanter un soprane, mais je devais pas chanter un soprane en tant que ténor, je suis ténor. Ah ok, d'accord. Oui, mais je fais toutes les voix. En tant que maître de chœur, on est obligé d'apprendre. Donc c'est possible d'apprendre à faire une autre voix que la sienne? Oui, c'est possible. C'est possible. En tant que maître de chœur, il faut tout faire, il faut tout apprendre, parfois par cœur. Tous les registres, tous les pupitres, on apprend les chants par cœur pour pouvoir rectifier quand ça dérape. Donc je disais qu'au début, c'était ça, les chants grégoriens pour les catholiques. Et petit à petit, quand l'Église protestante s'est mise en branle, on a parlé de chant choral. Et le chant choral, c'est avec des paroles vernaculaires, des paroles qui sont des paroles qui sont en langue vernaculaire. La langue vernaculaire, c'est la langue du pays. Ce n'est pas en latin, ce n'est pas en grec. Donc, à partir de là, lorsque la langue vernaculaire est venue pour l'Église protestante, les autres églises évangéliques qui sont venues ou autres églises révélées ont commencé par apprendre à chanter aussi de manière polyphonique. Et les chants polyphoniques ont cette particularité qu'au fur et à mesure, on copie d'une église à une autre. Ce qui fait qu'il n'y a plus d'église qui chante simplement à l'unisson, simplement à 2 voix, simplement à 4 voix. Donc pour vous, les caractéristiques aujourd'hui, il faudrait qu'on résume pour les téléspectateurs. On est déjà à 1 minute. Donc pour vous aujourd'hui, quand on parle de chant choral, les caractéristiques se ressemblent à peu près quand on parle d'une religion à une autre et d'un chœur à un autre. Oui, tout à fait. Il y a un morceau qui est devenu un morceau de presque toutes les religions. C'est Quel ami fidèle et tendre. C'est d'abord protestant, c'est devenu totalement catholique. Les protestants ne chantent pratiquement plus ça. Et cette musique a été reprise par les chérubins séraphins et reprise par les chrétiens célestes avec d'autres paroles. Donc, ce qui fait que quand vous entrez dans l'une ou l'autre de ces églises, de ces congrégations, vous entendez, tout le monde chante l'air avec des paroles différentes. Donc, il n'y a plus de différence entre religions pour dire, voilà, c'est telle religion qui a tel chant, c'est telle autre qui a tel chant. Non. De telle manière que même les chants, les auteurs de ces chants sont devenus des auteurs anonymes. D'accord.
On ne sait plus qui est auteur. Auteur ou pas de ces chants. D'accord. Merci à vous, Patrick Jossou. Merci d'être avec nous. Jennifer Sativi, un dernier mot pour nos téléspectateurs. Merci de nous avoir reçus, Agnat. Et merci, Patrick. À la prochaine. Voilà, vous l'avez compris, nous avons eu droit à notre chorale sur le grand rendez-vous. C'est le 15 août qui se poursuit. Nous allons à présent rejoindre la rédaction pour le journal. C'est le 19h45. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans ce journal. La sculpture religieuse n'est pas uniquement le fruit du travail, il faut à la fois le talent et l'inspiration divine pour réaliser des pièces uniques. Nous irons à la découverte d'un sculpteur religieux en ce jour de la célébration de l'Assomption. Qui dit 15 août au Bénin dit aussi fête de l'Igname, un jour exceptionnel dédié à la sortie de la nouvelle Igname chez les natifs de Savalou dans le département des Collines. Comment faire de cette fête un événement au relan économique? On en parle. Les aspirants au métier d'enseignant ont planché ce mercredi pour le test d'aptitude à l'enseignement primaire et secondaire. Ils sont plus de 58 000 candidats à composer dans plusieurs centres sur le territoire national. Les chrétiens catholiques ont célébré ce 15 août la fête de l'Assomption, une fête qui vient commémorer la gloire de la Vierge Marie. Quelle est la genèse de cette fête et quel sens cette célébration a-t-elle pour les catholiques? Les réponses dans ce reportage de Louis Koudogbo et Iliad Bukovo. C'est un jour exceptionnel pour les chrétiens catholiques. L'Assomption, une fête mariale. Une occasion pour les chrétiens de célébrer la mort, la résurrection, l'entrée au ciel et le couronnement de la bienheureuse Vierge Marie. Une tradition qui se perpétue. L'Assomption, c'est un dogme de l'Église catholique qui a été défini en 1950 par le pape Pie XII. Cela veut dire que Marie a été élevée en son corps et en son âme au ciel. C'est juste pour signifier que après sa vie terrestre, elle a connu directement la gloire du ciel parce qu'elle est restée obéissante, toute tournée dans l'obéissance au Seigneur et elle partage la gloire du ciel. Elle n'a pas attendu la résurrection générale des morts, mais elle partage déjà auprès de Dieu la gloire du ciel en son corps et en son âme. Dans la sérénité, la prière et la joie, les chrétiens catholiques commémorent la gloire de Marie. L'Assomption, c'est un très grand événement. Ça représente la montée vers le Père de la Sainte Vierge Marie, notre chère maman. C'est cette joie qui nous anime aujourd'hui. C'est vraiment quelque chose de grandiose. Nous ne devons jamais oublier cela. Nous devons plutôt, nous les fidèles, chercher à l'honorer, à la remercier. Je remercie Maman Marie pour tout ce qu'elle a fait parce qu'elle m'a donné le Christ. Donc c'est par lui que je suis sauvé. Donc je la remercie, je la prie. L'Assomption est connue comme l'une des grandes fêtes de la vie chrétienne. Cette fête rappelle à tout chrétien catholique la grâce de Dieu envers Marie, la mère du Sauveur, celle qui a porté le sang de Dieu dans son sang. On reste dans la fièvre de cette célébration de l'Assomption dont les églises catholiques, les sculptures de la Vierge Marie, du Christ et des saints sont souvent exposées. La conception des sculptures religieuses est une activité qui nécessite non seulement le talent, mais aussi une inspiration divine. Au Bénin, peu d'artistes ont la vocation pour ces sculptures. Edwige Agossou et Iliad Bukovo nous font découvrir le métier à travers ce reportage. Du don au professionnalisme, la sculpture des œuvres de piété est une activité dont vit Frédéric Dobloé. La quarantaine, Frédéric détient le secret de la transformation du bois, du ciment, du bronze et autres matières en de différentes statues divines. Aucun homme ne peut se lever un jour et dire qu'il va faire la sculpture. C'est un don que Dieu donne et après, on le fructifie.
comme les 7 dons de l'Esprit Saint. Donc c'est là que, après avoir eu ce don, j'ai fructifié ça, j'ai suivi les formations théoriques et pratiques dans le domaine durant 4 ans. La sculpture, activité génératrice de revenus, est un métier dont la réalisation suit plusieurs étapes. Le prix de ces œuvres varie en fonction de leur taille et des matières premières entrant dans leur fabrication. Pour commencer, nous avons la squelette. Chez nous, la squelette, on l'appelle l'armature. L'armature, c'est le fer qu'on fabrique selon la forme de ce qu'on veut réaliser. Et c'est à base de ça que nous commençons par ajouter, maintenant si c'est le plâtre, le ciment, on commence par donner la forme jusqu'à arriver à la destination, c'est-à-dire à arriver à ce que nous voulons sculpter. Ces objets d'art, ancrés dans la tradition de l'Église romaine, n'intéressent que les chrétiens catholiques. Ceux qui viennent prendre les statues, c'est les catholiques, puisque ce sont les catholiques qui utilisent les objets sacrés. Dans l'Église catholique, effectivement, nous avons les statues, les images, et les décorations. Tout cela rentre dans l'art chrétien. Classée dans la catégorie des œuvres d'art saintes, elle participe à la liturgie et prière chrétienne. Elle fortifie la foi en Dieu. C'est l'incarnation du Christ qui justifie la présence des sculptures et des images sacrées dans l'Église. Leur importance donc prend sens à partir de ce moment. Sans bénédiction, elles sont considérées comme de simples œuvres d'art. Une fois bénies, elles représentent des objets sacrés. Plus qu'une image, les œuvres d'art saintes font partie du patrimoine spirituel de l'Église catholique. D'une fête à une autre, ce 15 août est aussi la fête de l'Igname au Bénin, un jour exceptionnel dédié à la sortie de la nouvelle Igname chez les natifs de Savalo. Un événement culturel et cultuel qui draine du monde. Peggy Toinlo nous parle dans l'extrait qui va suivre des retombées économiques de la fête de l'Igname et surtout des efforts à fournir pour faire de cette fête une économie nationale. Elle est au micro de Ulvaeus Balogun. Autour de Savalou et dans Savalou même, il y a un développement des lieux d'hébergement. Disons ça comme ça, les motels, les hôtels et tout ça, qui reçoivent aussi bien des ressortissants de cette localité qui reviennent pour la fête, des Béninois qui ne sont pas ressortissants de Savalou, mais également des touristes qui arrivent de l'extérieur. Donc il y a la petite restauration, tous ceux qui sont dans la restauration au bord de la voie, les restaurants, les gargoteries, tout ça, ça augmente l'ampleur de leurs activités. Et il y a également les sites touristiques qui doivent recevoir aussi du monde pour la visite du palais et autres, tout ça. Ça aussi, ça donne de l'ampleur. Tous ces éléments mis bout à bout, ça crée quand même un environnement qui, sur quelques 2-3 jours, donne de l'ampleur aux activités quotidiennes, crée des activités circonstancielles. C'est une question de comment on organise, on fait la publicité autour, comment on aménage surtout les sites touristiques. On peut très bien intégrer ça, par exemple, dans un circuit où le tourisme commence sa visite à partir d'Abomey pour monter à Dassa, à Savalou et peut-être Glazoué, tout ça. Donc c'est ça qu'il faut véritablement concevoir et mettre en place pour que les gens puissent séjourner beaucoup plus longuement. Et quand on séjourne plus longuement, on dépense. Et quand on dépense, c'est pour le bien des riverains qui ont des activités génératrices de revenus dans lesquelles on dépense. Parlons éducation à présent. Plus de 58 000 aspirants au métier d'enseignant du primaire et du secondaire ont composé hier dans plusieurs centres sur toute l'étendue du territoire national. Depuis quelques mois, des réformes ont été engagées au niveau de l'enseignement général. Ce test d'aptitude va permettre au gouvernement de disposer d'une base de données fiable afin de remédier efficacement au déficit du personnel enseignant. Louis Koudogbo, Lazare Migan, Oseni Adeleke.
Il sonnait 15 heures et c'est déjà la fin de la composition des épreuves comptant pour le concours des candidats aspirant au métier de l'enseignement. Nous sommes ici au CEGEVER de Corps, l'un des centres qui abrite la composition des futurs enseignants du secondaire. Ça se passe très bien. Nous avons très tôt fait un tour au commissariat pour aller retirer les épreuves. Et à 7 heures, on a fait l'appel. On a essayé de faire les remplacements. Et après, on a lu les instructions aux enseignants qui étaient là. Et on a envoyé ce qu'il faut en salle de classe pour la surveillance. Ce matin, il y a eu la culture générale pour tout le monde. Et la deuxième épreuve, c'est l'épreuve de spécialité. Ceux de SVT composent en SVT, ceux de maths composent en maths, ainsi de suite. Les absents, on a toujours ça. Nous avons pour ce centre 1147 inscrits, 914 présents, 233 absents, soit un taux de présence de 79,68%. Selon les candidats, tout s'est déroulé sans difficulté. Je viens de composer les deux épreuves auxquelles on nous a soumis cette journée. J'ai composé en français et puis en anglais qui est la spécialité. Parce que j'aspire à être professeur d'anglais. Et le contenu de ce que moi j'ai vu, il n'y a rien à dire là-dessus. C'est abordable, c'est au niveau de tout le monde. Et vraiment, moi je suis très contente et j'attends le résultat. C'était très bien. Bon, en tout cas, je ne sais pas, même selon moi, ce que j'attendais, ce n'est pas ce que j'ai reçu, mais je pense que ça peut aller parce que j'ai fait de mon mieux. On est content, les épreuves étaient abordables, même s'il y a certaines choses qu'on a déjà oubliées, vu qu'on a eu à faire les classes il y a plusieurs années, et également que les classes qu'on est en train de garder, ce n'est pas toujours évident qu'on reparte faire ces choses-là. Mais dans l'ensemble, on a essayé de faire quand même de notre mieux. Et on espère un bon résultat en fin de compte. Il faut rappeler que ce test, loin d'être un concours de recrutement, est un processus devant permettre au gouvernement d'avoir une base de données fiable afin de remédier efficacement aux déficits personnels enseignants, mais aussi à la qualité de l'éducation au Bénin. En Côte d'Ivoire et au Ghana, les conditions météorologiques favorables laissent présager une récolte abondante durant la prochaine campagne cacaoyère 2019-2020. C'est ce qu'indique l'agence Bloomberg qui a réalisé un sondage auprès des fermiers. L'agence financière rapporte que les plus abondantes enregistrées ces dernières semaines ont permis de soutenir le développement des cacaoyers dans les deux pays. S'agissant des perspectives de production, la Côte d'Ivoire pourrait enregistrer 2 millions de tonnes. Du côté du Ghana, les autorités tablent sur 950 000 tonnes de cacao en 2019-2020. Et ce sera tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonne fête de l'Assomption à toutes et à tous. Voilà, merci à vous Nadia Sani pour ce 1945. C'était un plaisir de l'avoir suivi. Retour donc au plateau. Le dernier plateau du grand rendez-vous de ce 15 août, c'est l'expert. Voilà, on reste toujours dans la dynamique du 15 août. 15 août, on parle de l'économie autour de la fête de l'IAM et nous recevons sur ce plateau Peggy Torello. Bonsoir. Bonsoir, madame. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Plaisir partagé. Alors, vous êtes agro-socio-économiste. Oui. 3 titres dans un. Une femme en plus. Merci de nous honorer de votre présence. Un jour de fête, on comprend que ce n'est pas toujours évident de laisser la petite famille pour venir. Ça, c'est vrai. Vous, votre 15 août, comment il s'est passé? Oh, mon 15 août s'est passé très simplement. Il y a eu le culte, donc on a été à la messe le matin. Et au retour, on s'est retrouvés au déjeuner autour d'un plat de liam pilé. L'incontournable. Voilà, accompagné de sauce arachide avec du lapin
D'accord. Comme on vient de, voilà. Je vous dis bonne digestion alors. Ou Merci. La digestion est terminée. Elle n'est pas complètement terminée parce qu'il fallait faire vite pour être aussi ici. D'accord. Voilà. Donc, bonne suite de digestion à vous. Ce qui est sûr, hein, et on parlera certainement de ce plat d'Iam, puisque l'Iam pilé, c'est ce que beaucoup ont consommé ce soir et c'est ce jour plutôt. C'est peut-être ça que certains vont consommer encore ce soir. Et quand on parle de la fête de l'Iam ici au Bénin, il y a beaucoup d'activités économiques qui gravitent autour. Avec vous, déjà, nous allons parler de quelques-unes. Quand on dit fête de l'Iam pour vous, qu'est-ce que cela représente au niveau de nos différentes localités? Quand on dit fête de l'Iam ou quand on parle déjà tout simplement de 15 août, tous les regards sont tournés vers Savalou parce que c'est Savalou qui concentre quand même le gros lot des activités. Le gros lot des festivités liées au 15 août. Quand bien même c'est une fête catholique, c'est quand même la fête de l'Iam pilé à Savalou. Et donc, en termes d'économie liée à cette fête, on a déjà tout ce qui est déplacement vers Savalou, des uns pour raison de curiosité, des autres pour aller découvrir, des autres pour renouer avec la famille et participer aux festivités, mais également aux rituels liés au 15 août. Et cette migration a déjà un impact économique? Cette migration a bien évidemment un impact économique parce que quand les gens arrivent, il faut bien qu'ils soient hébergés. Donc, ça, vous comprenez tout le développement des hôtels, des motels pour pouvoir accueillir tous ceux qui arrivent. Encore que tous n'auront pas de chambre parce que voilà, vu le nombre. Donc certains vont être hébergés un peu loin de Savalou, mais dans ces encablures. Et en plus de ça, dès que vous arrivez, vous êtes hébergé, vous allez consommer. Oui, il va bien falloir que vous mangiez. Donc, ça fait des achats au niveau de cette localité ou des localités concernées. En plus de ça, il y a des réjouissances qui sont organisées. Il y a des concerts. Donc, de différentes activités. Voilà, tout ça participe à l'économie locale. Vous avez aussi des visites sur les sites touristiques. Oui, dans les encablures, on a envie de découvrir le Palais Royal. Voilà, ce genre et tout ça, lieu. Ces entrées des touristes ou ces entrées, même des fils de terroir, mais qui sont rentrés à l'occasion. Maintenant, quand on est aussi fils de terroir et qu'on arrive, il y a les parents vers qui il faut tendre la main parce qu'on ne peut pas venir aussi. Ça aussi, c'est de l'économie. C'est aussi de l'économie parce qu'on fait des transferts d'argent, on donne quelque chose. Donc, ça participe aussi à l'économie. Et au retour, quand on a fini tout, pour retourner à son lieu de résidence, on va acheter bien évidemment de l'Iam, mais en plus d'autres produits du terroir qu'on ramène avec soi pour faire peut-être de petits cadeaux ou pour ravitailler la maison. Donc tous ces éléments-là participent de l'économie autour de l'Iam. Ça va offrir du travail, ça va permettre à des prestataires de se faire un peu de sous dans la période. Encore que le marché va être saturé. Le marché va être... Non, il y aura beaucoup de monde, mais il y a beaucoup de la main-d'œuvre aussi. Bon, donc des gens qui, par exemple, pour ceux qui sont dans la restauration. On aura donc des saisonniers, des personnes qui ne travaillent que pendant cette période. Oui, qui vont être pris ou recrutés dans cette période pour donner de coups de main. Voilà. Donc, ça aussi, c'est une façon de se faire un peu plus de sous. De sous, oui. En cette période de soudure, c'est sûr, ça se comprend. Vous en parlez tantôt, hein, déjà quand on parle de fête de l'Iam, avant la fête, il y a beaucoup de rituels, il y a tout un rituel autour de l'Iam. Est-ce que vous, la scientifique en vous, comment est-ce que vous percevez tout ce rituel autour d'un tubercule? Oui, vous savez, qu'on le veuille ou non, nous sommes tout être un. On est parti d'une région qui a ses normes et ses réalités. Et l'Iam, la fête de l'Iam, la sortie d'Iam même, est un événement à célébrer et qui se célèbre de différentes manières dans nos différentes contrées. Oui. Et donc, il y a des rituels qui sont autour de ça pour commémorer cette sortie d'Iam qui lance aussi la saison
D'accord. La saison. C'est une nouvelle saison qui commence. C'est une nouvelle saison qui commence et donc ça dépend de dans quelle localité vous êtes et quels sont les rituels. Pour ma part, c'est normal. D'abord, si vous observez très bien, en langue fond, par exemple, on dit il faut attendre vodou miton les kodoutéa. Ok. Ça voudra dire que quoi? Nos entités n'ont pas encore consommé la nouvelle igname. Or, c'est elles qui doivent consommer pour donner, je vais dire un peu, entre guillemets, l'aval pour approuver et dire nous avons pris et donc vous aussi, vous pouvez nous emboîter le pas. Vous pouvez nous emboîter le pas. Donc, D'accord. c'est toute une histoire, c'est toute une tradition et qui, de mon sens, permet aussi de valoriser non seulement la tubercule, de lui donner tout son sens dans le système de valeurs. D'accord. Cette spéculation-là, qu'est-ce que cela représente? C'est toute une importance et donc ma touche de scientifique ne m'empêche pas d'accepter, de comprendre, d'accepter et de trouver que ça permet à la conservation aussi de la biodiversité, à la conservation des différentes variétés d'igname. D'accord. En parlant justement en termes de spéculation aujourd'hui, est-ce que le Bénin est exportateur d'igname? Est-ce qu'on peut dire qu'avec ce tubercule, on arrive à rentabiliser d'un point de vue économique? Est-ce que cela apporte des devises au pays? Oui, je crois. On n'est pas grand exportateur d'igname si on fait une comparaison avec le coton ou avec le maïs. Mais toujours est-il que nous avons déjà une bonne production en termes d'igname. Notre production n'est pas faible, il faut l'avouer. Et cette production couvre déjà nos besoins. On est au taux suffisant sur le plan de la production de l'igname. Et d'ailleurs, cette production, je crois, nous classe 4e pays producteur d'igname au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Le Bénin vient après le Nigeria, la Côte d'Ivoire et le Ghana. Et si nous exportons de l'igname, oui, nous exportons de l'igname vers notamment le Nigeria est grand producteur, mais nous envoyons encore de l'igname parce que ce n'est pas toutes les variétés, parce que ça dépend. Et nous envoyons également de l'igname vers les pays sahéliens. Une bonne partie part au Niger, au Niamey, au Burkina, et également vers l'Afrique centrale, surtout le Gabon. D'accord. Alors, vous en parlez tantôt justement, il y a différentes variétés d'igname. Au Bénin ici, quelles sont les différentes variétés que nous avons ou que nous aimons consommer? Que nous aimons consommer, oui, parce que je ne pourrais pas tout citer. Il y a des variétés sauvages, il y a des variétés qu'on consomme, et en termes de variétés, il y en a que tout le monde connaît, que tout le monde mange. Et c'est d'ailleurs le plus cher la plupart du temps sur le marché. Question cherté, je ne crois pas que ça soit véritablement cher. D'accord. Mais en termes de variété, on a le labocor que tout le monde connaît. Donc, il y a le labocor, il y a le hala, il y a le nidou, il y a le gagné, il y a le kokoro. D'accord, mais vous, en tant que femme, vous allez à la cuisine, c'est sûr, puisque vous avez parlé d'igname pilé comme repas de midi. Dites-nous, quelle est votre variété de prédilection? Vous préférez laquelle? La variété que je préfère le plus, c'est le labocor, tout simplement parce que non seulement ça, c'est assez succulent, ça passe beaucoup plus facilement. Et sa transformation, ça répond à beaucoup de plats, que ça soit pilé, que ça soit du ragoût, que ça soit frit, que ça soit bouilli, voilà. Tout le monde, les enfants aiment, on peut tout faire. Et puis pilé, c'est assez facile. C'est-à-dire les gens qui ne sont pas ressortissants des localités dites ou réputées comme étant des localités d'igname pilé,
Donc, nous qui sommes au sud, ici, au Bénin, on préfère Cotonou, c'est facile de piler. C'est plus facile pour avec le labocor que les autres. Il faut aller chercher beaucoup d'expertise pour réussir. D'accord. Puisqu'on parle de fête de l'IAM, après avoir fêté, célébré l'entrée de ce fécule, il faut maintenant que ce fécule puisse entrer au marché. Parlez-nous un peu de ce processus d'entrée au marché de l'IAM. Oui, l'entrée, je crois, l'IAM est déjà sur le marché. Hein. Oui. Déjà vers juillet, déjà autour de mi-juillet, tout ça, on retrouve déjà des ignames sur le marché, de l'abocor sur le marché. Et des études ont montré que ces premières ignames de l'abocor qui arrivent dans le mois de juillet sur notre marché, il y a une bonne quantité qui nous arrive de Togo. D'accord. Le Togo aussi fait de l'abocor et leur labocor arrive un peu plus vite à maturité que notre igname labocor. Et donc la note arrive sur le marché début août. Et quand ça arrive, il y a les marchés locaux qui sont liés à la zone de production ou qui sont autour de la zone de production, dont je veux dire généralement les localités du département des collines, Zocollines. Donc il y a les marchés régionaux, le marché de Glazoué, tout ça. Il y a des marchés où on connaît, on sait qu'ils sont... Dès qu'on arrive là, on a de l'IAM en quantité et en qualité. Mais il y a aussi de l'IAM qui est convoyé vers les grandes villes, surtout Boïko et Cotonou, où ça se distribue. Donc on a ça sur le marché et bien après... Il y a le côté aussi exportation. Et donc, dans cette filière, on a bien évidemment des grossistes, des transporteurs, des semi-grossistes, des transporteurs, et tout ça. Des vendeurs au détail. Des vendeurs au détail. Et donc, ces grossistes aussi, à des moments donnés, où la plupart du temps, préfinancent un peu la production pour être sûr de se positionner en tant que receveur de la première récolte. Voilà, de la première récolte et pouvoir satisfaire le marché. Alors, on se rend compte qu'on ne finira pas en 15 minutes de parler de l'IAM. On aura peut-être un format beaucoup plus élargi pour revenir dessus avec vous, Dr Peggy Torinlo. Merci de nous avoir honorés de votre présence sur ce plateau. Mesdames et messieurs, vous l'avez compris, c'est le dernier plateau du Grand Rendez-vous. Le Grand Rendez-vous qui ne vous abandonne pas. Vous le savez, le Grand Rendez-vous aura encore lieu demain. Mais avant qu'on ne se retrouve demain, je vous propose de suivre ce petit coussin. Bienvenue au Bénin. Paysages verdoyants, relief multiforme, faune et parcs naturels, plages ensoleillées, cité balnéaire ultra moderne, rythme au corps, rite au cœur, vestiges et reliques d'une histoire séculaire, brave peuple, biens et personnes sécurisées. Le Bénin, terre de culture et de riches traditions, vous offre de grands moments de découverte et d'évasion. Venez visiter mon beau pays, le Bénin. Il vous surprendra. Bénin, miroir de l'Afrique.
Alors que vous soyez du nord ou du sud, du centre, de l'est ou de l'ouest, ici au Bénin, vous le savez, le 15 août, c'est l'Assomption, c'est la fête de Liam, le grand rendez-vous tête aux couleurs des festivités, ça vous le savez. La citation ce soir, c'est une citation de Philippe Baraquet que je vous propose avant de vous quitter avec la collaboration de mon réalisateur. La citation dit ceci: « Ce n'est pas tant le chant qui est sacré, c'est le lien qu'il crée entre les êtres. Ce n'est pas tant le chant qui est sacré, c'est le lien qu'il crée entre les êtres. » C'est une citation de Philippe Baraquet qui nous rappelle à juste titre cet entretien que nous avons eu avec Patrick Dossou et justement Jennifer Sachivi autour des chants chorales. Merci à vous de nous avoir honorés de votre présence sur ce plateau, chers invités. Quant à vous, mesdames et messieurs, c'est toujours un plaisir de vous savoir nombreux et fidèles devant votre poste de télévision. Nous espérons que vous avez passé d'excellents moments en notre compagnie. Je vous donne encore rendez-vous demain. D'ici là, portez-vous bien et prenez bien soin de vous. Surtout, digérez bien Liam.